Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Dik en cours. Annoncé avec tambour et trompette, la réforme du secteur de la décentralisation au Bénin a démarré par le recrutement des secrétaires exécutifs de mairie qui auront désormais la charge de la conduite des communes. Malheureusement, cette réforme qui devrait à terme aboutir à la dépolitisation des collectivités locales et à une meilleure gestion fait déjà planer des doutes sur l'avenir des communes. En effet, à l'issue du processus de sélection qui a consisté à un test psychotechnique, à une épreuve de dissertation et justement à un entretien, il était question de retenir les meilleurs pour occuper les fonctions de SE dans les 77 communes du Bénin. Mais à l'arrivée, le constat général est que les meilleurs ont été délaissés au profit d'autres suivant des critères bien flous. Du tennis-tétard pour une réforme si sérieuse, le sort des administrations locales scellé sur l'autel d'une réforme trop intelligente, autant d'interrogations qui feront objet de débat sur ce plateau et déjà mes invités installés. À ma gauche, j'ai David Kabar, il est expert en décentralisation. David, bonjour. Bonjour, cher journaliste. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. À ma droite, j'ai Barnabas Orokuma. Il est journaliste PDG de l'entreprise de presse et de communication Boxal. Barnabas, bonjour. Ismaël Barogo, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. David Kabar, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre justement au niveau du secteur de la décentralisation au Bénin à travers cette réforme voulue et mise en œuvre par le chef de l'État, Patrice Talon. Si la réforme en elle-même n'est pas mauvaise, sa mise en œuvre risque de provoquer l'effet contraire à l'objectif de départ. D'abord, quelle lecture faites-vous de tout ce processus qui a conduit à la désignation des nouvelles hommes forts au niveau des administrations locales? Merci bien pour cette question. Je pense, pour ma part, que c'était quand même nécessaire qu'après bientôt 2 décennies d'expérimentation de la politique de décentralisation au Bénin, on puisse passer à l'acte 2 de notre décentralisation. Le gouvernement de la rupture s'est annoncé comme étant un régime de réformes et de réformes profondes. Après les réformes de la première mandature, il fallait mettre le pied concrètement à la base pour pouvoir réorganiser l'administration publique locale. C'est ce qui a sous-tendu tout le processus que vous avez décrit tout à l'heure, qui a abouti au choix des SE dans les communes et bien sûr des autres agents techniques chargés quand même de pouvoir mener à bien toutes les politiques au niveau de l'administration publique locale. En tout cas, en ce qui concerne le processus qui a abouti à tout ce que je viens de décrire, il faut dire que les avis sont mitigés. Et pour ma part, en tout cas, je pense que au niveau du choix des SE, puisque vous l'avez décrit tout à l'heure, certaines personnes reconnues véritablement compétentes, qui ont déjà géré les communes en tant que secrétaire général pendant un certain nombre d'années, qui ont donc de fait ont acquis l'expérience et la façon de faire qui convient. Après que ces personnes-là se retrouvent complètement écartées, je pense que là, quand même, ça peut susciter un certain nombre de débats. Parce que le développement ne saurait être une tombola. Il faut quand même pouvoir mettre les choses telles qu'il faut afin que les réformes aboutissent véritablement aux résultats qui sont escomptés. Madame Orokuma, cette réforme, sa mise en œuvre, d'abord tout le processus qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, a conduit à la désignation des SE, des cas techniques qui devront désormais accompagner le maire dans sa mission. Quelle lecture faites-vous de tout ça? D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais il faut dire que réformer n'est pas mauvais. Il faut dire que vouloir expérimenter d'autres choses, ce n'est pas mauvais. Mais au même moment, vouloir tout reconstruire, ce n'est pas bon. On se retrouve face à un gouvernement qui a tendance à réinventer la roue, qui a tendance à tout changer, qui donne l'impression de ne pas vouloir toucher ce que d'autres avaient fait et laissé. Et il veut tout refaire. Non, le développement ne se fait pas comme ça. Les réformes, oui, mais on peut améliorer l'existant au lieu de tout le temps chercher à réinventer, à faire autrement que ce que les autres ont fait. Tout ce qui était fait n'est pas mauvais. Donc, je pense que cette réforme
est encore la résultante de cet état d'esprit que le gouvernement de la rupture a développé depuis et qu'il est là, à vouloir tout refaire. On ne peut pas tout refaire dans une république. Et vous voyez, on avait une organisation de la décentralisation qui permettait aux maires élus par les populations d'exercer un certain nombre de fonctions, un certain nombre de prérogatives pour le développement des communes. Et on vient, on dit, on veut arracher ce pouvoir au maire et le confier à un secrétaire exécutif qui devient désormais, enfin, qui s'arroge toutes les prérogatives du maire et devient l'homme fort. Et le maire est là désormais comme une épouvantail qui ne sert plus à rien pratiquement. Donc je pense que la réforme, dès la base, j'ai été contre. Et je continue d'être contre. Et le processus de mise en œuvre de la réforme me donne encore raison. Parce que vous imaginez qu'on dise on veut promouvoir l'excellence. L'excellence, c'est qu'on veut prendre les meilleurs. Et au même moment qu'on veut promouvoir l'excellence, on veut être transparent, on part dans un processus de tirage au sort. Et au lieu que ce soit l'excellence qui soit promue, c'est la chance qui est promue. Donc, c'est ceux qui sont chanceux qui passent. On dit, nous avons pour les SE par exemple, on a près de 400 SE qui ont été retenus sur la base du processus que vous venez de citer. Mais on veut désigner les secrétaires exécutifs, on a un rang. On a un rang à la suite de tous les tests. On sait qui est le premier des SE. On sait qui est le deuxième, on sait qui est le 77e. Si c'est qu'on veut faire la promotion de l'excellence, c'est de dire, bon, les 4 premiers sont dans les communes à statut particulier. Les 16 ou 19 autres qui suivent dans les communes intermédiaires et le reste. Donc, là, tout le monde sait qu'effectivement, on est en train de faire la promotion de l'excellence. Donc, on a pris les meilleurs. Mais on met les 400 dans un bocal et on tire. Et le premier, il n'est pas tiré. Le deuxième, le troisième. Et le 108e, le 80, le 400, genre le dernier, le 400 pourrait même être tiré pendant que le premier n'est pas tiré. Donc, vous pouvez comprendre par là que cette réforme ne peut pas aboutir au résultat qu'on attend. Lorsqu'on laisse les meilleurs, on veut faire avec les moins bons, on ne peut pas avoir le résultat qu'on attendait. L'autre chose, hein, dans le processus et même la réforme, lorsqu'on veut structurer des choses, et il y a des gens qui ont fait l'expérience pendant un certain nombre d'années. Ce que moi j'aurais voulu, c'est que le gouvernement évalue l'existant. Nous avons des secrétaires généraux qui existaient, nous avons des CESAF, nous avons des... On évalue dans chaque commune l'existant pour voir quelle est la compétence qui est là. Est-ce qu'effectivement, la commune de Parakou a un problème de SG, a un problème de DAF, a un problème de CESAF? Si oui, voilà, qu'on l'évalue, s'il n'est pas bon, on pense à le remplacer. Mais ne pas penser à changer à tout changer, on chamboule les choses, on envoie des gens qui n'ont jamais traversé Boycon et Cotonou, et qui ne connaissent même pas Ouida, on les envoie à Karimama. Vous pensez que, et non seulement ça, des gens qui viennent et qui ont le bac plus 5 avec aucune expérience en décentralisation, on les prend, on les met dans une commune avec les réalités qui sont les réalités des communes, et à côté des gens qui étaient déjà expérimentés, qui ont fait les choses pendant 15 ans, 20 ans, on les met là, on dit, bon, c'est eux qui vont gérer. Des problèmes vont venir. Des problèmes vont venir. Et ça, j'en suis sûr. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais telles que les choses se sont faites, on n'est pas sûr d'atteindre le résultat escompté. David Kaba, une sélection trop impartiale à travers ce que Barnabas vient de dire. Voilà, des gens qui ont un master, 10 ans d'expérience, mais aujourd'hui, on prend quelqu'un qui n'a pas une expérience en matière de décentralisation, qui va désormais gérer une commune. Pour vous, est-ce que vraiment les résultats escomptés seront atteints? Malheureusement, dans ce cas de figure, c'est pas évident. C'est pas évident. Je crois que cette manière de procéder, à mon avis, sans être un oiseau de mauvais augure, comme le disait tout à l'heure mon confrère, il faut dire que, honnêtement, ce n'est pas évident. Parce que quoi? C'est quand même beaucoup de pouvoirs qui sont mis entre les mains de ce SE-là.
Et comme il le disait tout à l'heure, les maires ont été complètement dépossédés. Moi, je dis, en tant que maire, actuellement, il va s'ennuyer. Il va sérieusement s'ennuyer. Pourquoi vous dites ça? Mais écoutez, selon la loi numéro 2021-14 du 20 décembre, on dit, à l'article 132, que au titre de l'attribution propre du SE, il assume l'organisation des services communaux et l'exécution du service. C'est le même qui gère les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières. C'est lui qui délivre les permis et autres autorisations que prévoit la loi. C'est le SE qui représente la commune dans la société civile. C'est le SE qui gère les relations de travail avec les services déconcentrés de l'État. C'est le SE qui est responsable, c'est lui qui coordonne tout ce qui est marché public. C'est-à-dire, ce monsieur est un maire, mais qui a été simplement nommé par l'État central. C'est-à-dire que il a juste laissé, ils ont juste laissé au truc là, au maire, c'est-à-dire son titre, mais il a été complètement dépossédé de ses prérogatives, de ses pouvoirs. Imaginez, l'un disait que le budget était un outil entre autres politique. Ce n'est pas, faut pas prendre ça au premier degré. Faut pas lire ces propos-là et comment on appelle, dans son sens littéral. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Parce que quand on gère le budget, il y a un certain aura qu'on développe. Désormais, le citoyen qui comprend tout ce que la réforme a induit, c'est que le maire ne vaut plus rien. Il ne pèse plus rien, il ne pèse plus grande chose. Et donc, honnêtement, c'est une réforme qui, à mon sens, est en train d'inaugurer l'ère de la recentralisation au Bénin. Malheureusement. Et donc, il faut le redire, le développement ne saurait être assimilé à un jeu de tombola. Ce n'est pas possible. Hein? Et comme on le dit, nous avons été tellement habitués avec ce régime au concept qu'on pourrait nommer les réformes spectacles. Voyez tout ce que cela aurait pu mobiliser comme ressources pour organiser ce qui a été fait au Palais des Congrès là. C'est exactement. Et même avant le concours, tout ce qui... Vous voyez, pour des communes qui souffrent de ressources et qui, du matin au soir, crient à l'État central de véritablement leur transférer les ressources. C'est vrai, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est au fil des erreurs que nous allons consolider cette réforme et pouvoir véritablement passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire au développement. Madame Soro-Kouma, et à travers cette réforme, est-ce qu'on pourrait dire que les réalités sociopolitiques des communes ont été bafouées parce que vous venez de le dire tout à l'heure, on prend quelqu'un qui vient de Cotonou par exemple, qui ne connaît pas les réalités de Condé par exemple. On lui demande d'aller gérer cette commune. Est-ce que concrètement, il pourrait atteindre les résultats escomptés à travers la mise en œuvre de cette réforme-là? Voilà, j'en venais. Lors de la sélection, on a fait ce qu'on appelle la discrimination positive. Je ne suis pas contre les femmes. Je ne suis pas contre la promotion des femmes. Mais à un moment donné, lorsqu'on veut parler de l'excellence, on parle excellence. Vous voyez, on a promu des femmes et sans tenir compte des réalités socio-politiques des régions, imaginez une femme comprend qu'on envoie à Karimama, une localité hautement religieuse. Vous êtes sûr qu'avec le pouvoir qui est dévolu au SE, une femme qui est appelée à inviter les populations à des séances, à donner des ordres et tout ça, dans une certaine communauté, ça va peiner à prendre. Ça va peiner à prendre. Et une femme qu'on envoie dans une région ou qui va porter pantalon, ou dans cette région, porter pantalon, c'est un péché, vous imaginez ce que ça va donner déjà comme résultat. Une femme qui est appelée à jouer la fonction de SE, avec tout ce qu'on a cité comme prérogative. Mais appelée à n'importe quel... Voilà, elle va d'abord travailler jusqu'à une certaine heure. Elle a une famille, sans doute. Elle a des charges familiales auxquelles elle doit faire face.
Et vous imaginez, par exemple, quand on prend la Donga, toutes les 5 SE sont des femmes. Toutes les 5 SE sont des femmes. Donc, vous imaginez ce que ça peut induire. On ne peut pas appeler une femme, soit-elle SE, à une certaine heure. Voilà, Vous avez un SE, un homme, à 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous pouvez l'appeler. Mais une femme mariée, vous ne pouvez pas l'appeler. Même si c'est votre collaborateur, vous ne pouvez pas appeler à une certaine heure. Ça fait un frein au développement. Je ne suis pas contre les femmes. Mais c'est des choses qu'il faut voir lorsqu'on parle de développement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas confier ces postes, de tels postes à des femmes. Mais il y a quand même une certaine considération, il y a une certaine analyse qu'il faut faire avant de mettre une femme à tel endroit ou à tel endroit. Ça aussi, ça fait partie de la promotion de la femme, parce qu'il faut lui créer des conditions pour qu'elle puisse bien exercer son travail. Il ne faut pas la mettre dans un piège et dire qu'on a fait sa promotion. Non. Et vous allez voir, il n'y a que 5 qui ont démissionné. Vous allez voir, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, le nombre de démissions qu'on va enregistrer. Que ce soit au niveau des SE, au niveau des RAD et autres. Il y en aura. Parce que, vous voyez, on a longtemps cultivé l'esprit du fils du terroir, où lorsque nous sommes dans une localité, on a envie que ce soit quand même l'un des nôtres qui soit là. Imaginez, on envoie quelqu'un de la partie septentrionale à Ouida, par exemple. Il y a des réalités qu'il ne peut pas maîtriser, des réalités politiques. On lui a donné le pouvoir politique, le pouvoir administratif, le pouvoir financier et tout. Il y a des réalités qu'il ne peut pas maîtriser. Il y a des informations pour l'avoir. Il faut être du milieu, il faut s'intégrer dans le milieu, il faut parler la langue. Donc, c'est un peu compliqué. Et je pense que cette réforme, elle est peut-être objective. Elle vise de changer les choses, de redynamiser les choses, mais je pense que telle qu'elle a été conduite, telle qu'elle a été mise en œuvre, et ne parlons même pas de la manière dont le tirage a été fait. Il y a beaucoup de choses à dire. Et nous, à Dabaro, on a dénoncé un certain nombre de faits. Heureusement qu'ils nous ont donné raison. Et la commission elle-même, la commission nationale, a appelé des gens pour dire non, vous n'êtes plus à tel endroit, retournez à tel endroit. Donc pour le tirage, il y a eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et même après le tirage, nous au moins, nous avons suivi cette réforme de près. Parce que moi, personnellement, depuis le début, je n'étais pas pour. Donc, il fallait vraiment suivre pour voir. Donc, on était présent lors du tirage. Et on rendait compte automatiquement des résultats du tirage. On a vu les noms qui ont été tirés à tel endroit. Lorsque le gouvernement a publié sa liste officielle, enfin la première, on a vu des gens qui ont été déplacés. Des gens qui ont été déplacés. Lorsqu'on a dénoncé ça le mardi, rapidement on les a appelés. Le site du gouvernement a été off pendant un certain temps. Et quand le site est revenu, ils ont régularisé. On commet des erreurs. Non. Pour une réforme aussi sérieuse, on ne peut pas commettre certaines erreurs. C'est inadmissible. On a tous vu le tirage. Tout le monde était témoin, on a vu. Mais quelle erreur va se glisser? En tout cas, s'il y a des erreurs, c'est que c'est grave. Ça veut dire qu'il aurait pu avoir des erreurs peut-être lors du tirage des SE. Ça veut dire que c'est émaillé d'erreurs. Encore qu'on sait que même dans le processus, on a dû reprendre. Donc, vous voyez, je ne sais pas pourquoi on tient à cette réforme. S'il y a peut-être quelque chose derrière qui nous dise, sinon, ça ne tient pas la route. On a vu des réformes que Patrice Talon a mises en œuvre dans ce pays. Oui, des réformes contre la grève, par exemple, aujourd'hui. L'année scolaire est presque à la fin. Bientôt, les enfants vont finir. Les enfants vont à l'école en paix, sans problème. Voilà des réformes qui apportent des résultats conséquents aujourd'hui. À vous entendre, cette réforme, sa mise en œuvre pour vous n'est pas bon. C'est pas bon. David Kaba, cette réforme aujourd'hui va quand même épailler les maires de plusieurs problèmes en termes de gestion, tout et tout. Est-ce que pour vous, d'abord... Oui, je pense que ça va nous sauver de l'épidémie des destitutions perlées de maires dans les communes. Donc, on craint fort que le problème ne se déplace, que ça ne quitte entre les élus pour se transposer maintenant au niveau du SE. Parce que le conflit d'attribution est flagrant. Que du jour au lendemain, alors que je roulais un véhicule, qu'on vienne tout à coup me l'arracher et qu'on me demande d'aller à pied, oubliant tout le luxe que j'avais connu dans ce véhicule-là, je crois que ce sera un peu compliqué.
Et donc, gare au SE zélé et je profite en même temps pour demander à la chambre administrative chargée quand même de pouvoir régler les litiges au niveau de l'administration publique locale, de pouvoir se préparer à recevoir les plaintes toutes les semaines. Parce que les maires sont sérieusement sur la défensive. Moi, j'ai suivi, pas plus tard qu'hier, la réaction d'un maire dans un forum sur les propos d'un spécialiste des questions de décentralisation à propos des budgets, bien sûr, où l'un disait, ben, écoutez, il suffit que le SE vienne et qu'il remette en cause ce budget-là, ce budget primitif que vous êtes en train de voter. Eh bien, on a vu la réaction d'un maire. On sait qu'ils sont sur la défensive. Et ils attendent qu'un SE vienne pour dicter sa loi, conformément à ses compétences propres, hein, pour pouvoir lui dire, ah non, stop. Parce que là, le SE fait tout dans la commune, seulement avec le cachet du conseil communal, du conseil de supervision. Sinon, les maires sont là, vont peut-être venir ronfler dans les bureaux, aller rester dans les assemblées, soit pour prier avec leurs frères musulmans, ou pour jouer aux cartes, ou pour jouer au ludo. Donc, c'est pour dire que c'est vrai du côté des maires, cela leur demande de redynamiser un peu leur fonction politique, d'être véritablement sur le terrain, de travailler à ce qu'on appelle par exemple la participation citoyenne. La démocratie à la base. Mais je suis pas d'accord. Pourquoi? Vous savez, si le maire n'a pas le budget, il va travailler en fonction de quoi? Le budget est un instrument politique. Le maire, c'est lui qui va promettre une école dans un arrondissement. Et aujourd'hui, il n'a plus cette possibilité d'aller promettre un forage à une localité. Sachant qu'il n'a plus la main. Parce qu'il n'a plus le budget. Non, il peut bien le faire. Non, écoute. Si il dit il n'a pas un pouvoir direct, genre un pouvoir de subordination comme ça sur le SE. Le SE a des propositions qui sont validées par le conseil communal et le conseil de supervision. Écoutez, nous savons ce que ce français-là veut dire. Un maire ne peut pas désormais se taguer d'aller dire à une population, ah, je vais vous construire un forage et être sûr à 100% qu'il peut le faire. Parce que ce n'est pas lui qui décide. Si véritablement, il assume ses fonctions de personnalité politique, c'est-à-dire qui anime la vie publique au niveau local, qui crée un espace de dialogue et d'échange permanent avec les populations, je vous assure, il peut lever la population contre ce SE-là. Oui, c'est ce à quoi on va assister. Oui, justement. Voilà, mais ça dit ça ne permet pas d'atteindre l'objectif de la réforme. À 10 000% ses prérogatives, ses fonctions politiques. Pour montrer que, au-delà de tout, le SE a toujours besoin de son coup de main pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et on va arriver à une chose, c'est que, d'abord, on fait débarquer près de 4 agents dans les communes. Et il y a des communes où les 4 autres qui étaient à ces postes sont encore là, qui vont rester tout peinards dans les communes, qui vont se promener, prendre l'argent à la fin du mois. Non, j'oubliais. Et on va rajouter 4 autres avec des salaires. Il avait dit tout à l'heure. Barnabas avait souligné quelque chose. Oui. Il faut tenir compte aussi des réalités socio-culturelles de nos localités. Je ne vais pas citer la commune, mais je me suis promené une fois avec un SG dans une commune du Nord ici, où à chaque fois qu'on dépassait un certain nombre de vieux assis sous le banc, il doit s'arrêter, descendre la moto, aller les saluer d'abord. Forcément. Il dit, s'il ne fait pas ça, il risque de se lever le lendemain avec un abcès entre les 2 fesses. Et donc, pour éviter ça, c'est des réalités. Mieux, il dit, mon père n'est pas fils de cette commune, c'est ma mère qui est de cette commune-là. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne suis pas légitime. Il dit, c'est sa mère, c'est pas son père. Donc, il n'est pas légitime. Du coup, pour pouvoir consolider son fauteuil, il est obligé
de faire allégeance à un certain nombre de personnes qui ne sont pas dans l'administration, ni élus, ni agents. Et là, ça devient compliqué alors. C'est pour dire qu'il y a des réalités socio-culturelles que nous devons prendre en compte dans cette réforme-là. Vous voyez un peu? On a parlé tout à l'heure de SE, par exemple, de Ouida qui est débarqué quelque part. Ou dans une autre zone où je suis en train d'évoquer, par exemple, ce que je viens de dire, ce cas-là. Mais il ne va pas savoir ça. Le lendemain, on le retrouve au CNHU pour pouvoir... Mais c'est vrai. Et l'autre chose, ne l'oublions pas, nous sommes au Bénin, nous sommes des Africains, on a des réalités. Et vous, on te débarque tout jeune, fraîchement sorti de l'ENAM, avec badé de diplôme. Voilà, master, c'est toi le SE tout puissant. Tu débarques dans une commune où le SG qui a fait 20 ans sur ce fauteuil et n'a même pas été sélectionné sur le fichier, à plus forte raison d'être sélectionné dans une autre commune, est devenu simple agent. Et le CSAF est devenu simple agent. Le planificateur est devenu simple agent. Donc tu viens SE tout puissant, en costume, c'est toi l'intellectuel. Mais dis donc, ils sont là. D'abord, ils attendent, on va voir ce qu'il va faire. On l'attend ici pour voir ce qu'il va faire. D'abord, eux, ce sont eux qui vont commencer par te créer tous les problèmes du monde. Et vous savez, même ceux qui sont fils du terroir, ils s'en sortent très difficilement. Parce que ce qu'on dit, il y a des réalités dans les communes. Il y a des réalités dans les communes. Et c'est dangereux ce qui se passe. Mais rappelez-vous avec les sous-préfets. On chassait les sous-préfets des communes. On dit pourquoi le fond là, c'est lui qui refuse. Il a dit quoi là-bas? Vous voyez un peu? C'est vrai qu'à l'époque, il y avait l'ethnocentrisme qui était accentué, mais on chassait les sous-préfets, tout puissants, hein, bras opérationnels de l'État, dans ces localités-là, on les chassait. Et donc aujourd'hui, on pourrait assister à la même chose. Parce que dans les communes rurales, les mentalités n'ont pas pour autant évolué. C'est un niveau comme à Parakou, tu peux débarquer de qui tu veux, il va travailler à Parakou, il n'y a pas de souci. Parakou, c'est pour tout le monde, Cotonou, c'est pour tout le monde. Mais dans les communes rurales, il y a des personnes qui ne sont pas admises. Et il faut le reconnaître. Et c'est vrai, parce que pour eux, c'est autre chose. On a nos fils. C'est ça. Qui ont été à l'école, qui sont assis. Pourquoi on va nous amener quelqu'un d'autre? C'est la mentalité, c'est tout ça. Lui ne veut pas comprendre que ça a été, c'est un tirage au sort. Non, lui ne sait pas ce qu'on appelle tirage au sort. À travers la mise en œuvre de cette réforme, la rémunération mensuelle des SE aujourd'hui a été vraiment revue, ainsi que des maires. Dans un pays où quand même on parle d'économie aujourd'hui, des salaires colossaux, Barnabas, comment pour vous, est-ce que c'est bien pensé de donner 2 millions à un SE à la fin du mois, donner 4 millions à un maire à la fin du mois? C'est très bien pensé. C'est très bien pensé parce que quand on suit l'esprit de la réforme, le maire, on leur fait manger tais-toi. On vous a arraché tous vos pouvoirs, mais on vous donne un salaire. Il ne faut rien, on prend 4 millions, c'est fini. Il ne pourra plus se rebeller contre la réforme. Et c'est peut-être ce qui justifie leur silence hypocrite. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. On le sait tous que les maires ne sont pas d'accord. Mais à part le maire de je ne sais où, de Comasset qui a réclamé le budget, ils se sont tous tués. Donc, ils jouent à l'hypocrisie, ils attendent que la réforme échoue. Et voilà. Et c'est là le piège. Donc, on leur dit, bon, taisez-vous, on vous prend tout, mais prenez, vous avez un bon salaire. Les SE, eux, ils viennent, c'est vous qui allez tout faire, donc vous avez le grade, prenez. Bon, on a dit qu'il aura un fonds d'investissement ou bien quoi, donc il va appuyer les communes, donc c'est l'État qui va payer. Il n'y a rien de mal que des gens... Moi, si je dis j'augmente ton salaire aujourd'hui, avec plaisir. Donc, on ne peut pas être contre le fait que l'État paye bien des gens. On sait qu'il y a des ministres qui sont bien payés, il y a des gens qui sont bien payés. C'est normal que les SE soient bien payés, c'est normal que les maires soient bien payés. Donc, ça c'est pas... Moi, je ne suis pas contre S'il y a les moyens pour les payer, c'est tant mieux. Voilà, donc moi, je ne suis pas contre ça. C'est une bonne chose à applaudir. Un mot par rapport à ça? Oui, je pense que, vu déjà même toutes les attributions qui sont accordées au SE, il n'y a que pour éviter la corruption, pour éviter les détournements, parce que c'est des contrats d'objectifs qu'ils ont d'ailleurs avec ces SE-là. Si jamais vous n'êtes pas efficace, on vous remplace. Et donc,
il y a que la criette aussi doit affûter ses griffes pour recevoir de gros morceaux. Non, ça, il y en aura. D'abord, à l'orée de la mise en œuvre de la réforme, au moins 5 personnes seront envoyées là pour donner leçon à cette ça là, c'est clair. Et donc, voilà, par rapport au salaire, je pense que c'est pas mauvais. Et quant au maire, c'est pour leur dire, on vous a arraché beaucoup. Alors, pour finir rapidement, Au-delà de tout, il faut quand même saluer la réforme, même si le processus a été émaillé d'un certain nombre de choses que nous pouvons reprocher aux organisateurs. Nous allons quand même rester et suivre afin que véritablement, le développement des communes soit une réalité. Mais il y a une chose que je condamne dans cette réforme-là. On a vu que la démocratie à la base, le citoyen, quoique les services publics qui seront améliorés soient à l'endroit des citoyens, mais on ne les voit pas véritablement intégrer, c'est-à-dire le processus de décentralisation qui leur donne la part belle. On dit la démocratie locale, c'est à la base. La participation citoyenne, la reddition des comptes, la redevabilité. Voilà un peu des concepts qui ne sont pas vraiment ressortis dedans. Comme quoi, le citoyen a été mis un peu en marge, on a pensé aux élus et aux responsables et agents communaux. Les populations doivent véritablement être participatives, inclusives. Les décisions doivent se faire de la façon qui est dictée par les textes. 30 secondes pour finir. Pour finir, c'est pour dire que c'est bon les réformes, mais trop de réformes tuent les réformes. Et cette réforme, moi, ma position est claire là-dessus. Elle n'est pas une réforme qui va participer au développement des communes. D'abord du fond de la réforme, du processus de sa mise en œuvre et des résultats qu'on attend. On y est déjà. Nous sommes face à un régime qui ne fléchit pas, qui aime aller jusqu'au bout. On ira, on va accompagner comme on peut, on ira jusqu'au bout et on va prier que tout se passe bien, que la réforme aboutisse vraiment au développement des communes. Et c'est notre prière. Donc, bonne chance au nouveau cadre et tiré au sort. Bonne chance également aux maires nouvelle formule avec des véhicules de commandement et de bons salaires. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que nous réformons cette émission. Stop et fin. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe de réalisation. Terminus, tout le monde descend. À très bientôt.